Bonjour, bonsoir, partout où se trouvent les gens qui doivent nous suivre à notre émission Bedside TV, les gens qui se trouvent à Baraka, à Kinshasa, au Canada, en Australie et aussi à la cité collégiale là où les professeurs enseignent. Aujourd'hui, nous sommes dans notre studio Bedside. Je ne peux pas prendre la place de se présenter à notre invité aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus sur notre studio. Bon, alors il faudrait que je me représente de nouveau. Oui. Bon, alors je suis David Zinga Ditomene, je suis citoyen congolais de naissance, maintenant citoyen canadien. Je suis au Canada depuis 37 ans environ. J'ai fait des études en économie, en droit, et puis je m'intéresse à l'administration des services publics, que j'enseigne d'ailleurs, et puis les questions des stratégies pour les entreprises et pour les sociétés de manière générale. Je siège également dans différents conseils d'administration, notamment je suis président d'un groupe qui s'intéresse à la promotion des compétences académiques et puis professionnelles de ce qu'on appelle les afro-descendants. Alors voilà à peu près pour le portrait. J'ai déjà enseigné à l'université, d'où me vient le titre de prof, même je n'ai pas qualificativement le titre de prof en tant que tel. Voilà. C'est ça. Aujourd'hui, nous voulons aborder notre sujet. Je pense que les gens qui doivent nous suivre, on avait parlé, ça c'est la troisième émission que nous sommes avec le professeur. L'émission passée, on avait parlé sur la soins de santé, comment il peut organiser la santé quand il viendra président de la République démocratique du Congo. Le Congo, c'est un grand pays. Le Congo a un grand problème, mais nous attendons pour qu'on puisse démarrer. Pour qu'on puisse aller loin, aujourd'hui, on doit parler sur un sujet comment le professeur David Nzinga, quand il deviendra président de la République, comment il peut finir la corruption. Parce que le Congo, c'est un pays là où il y a trop de corruption. Vous êtes le bienvenu. Comment? Oui. Bon, alors, merci, c'est tout un honneur de me projeter dans la peau d'un président de la République. Comme j'ai toujours dit et je répète assez souvent, ce n'est pas une ambition en soi. Je n'en remplis pas les conditions, mais c'est quand même une bonne hypothèse de travail de dire que tout Congolais devait se poser ce genre de questions. Qu'est-ce que je ferais pour mon pays si j'étais à cette position-là? C'est juste un point de départ pour amorcer la discussion et apporter sa réflexion. Bon, la corruption, comme on le sait, c'est un phénomène, c'est un fléau, comme on dit, qui est assez complexe. C'est pour cela que, puisque la question est posée sur le Congo, j'aimerais répondre à la corruption telle qu'elle est vécue au Congo, parce que ce n'est pas le même type de corruption, même si les conséquences peuvent être les mêmes, mais ce n'est pas le même type de corruption qu'on voit par exemple dans un pays comme le Canada, dans un pays comme les États-Unis, le Brésil ou la Chine, par exemple, il y a aussi de corruption là-bas. Et les conséquences, même si elles peuvent être semblables, l'ampleur des conséquences n'est pas les mêmes. Alors donc moi, je m'intéresse exclusivement à ce qui se passe au Congo. Je n'ai pas dit que je mets de côté ce qui se passe ailleurs. Je m'intéresserai à ce qui se passe ailleurs dans la mesure où ce qui se passe ailleurs a des effets sur le Congo. Donc la corruption dont on parlera aujourd'hui, c'est la corruption qui se passe au Congo telle qu'elle est vécue au Congo. Alors, pour en arriver aux mesures, il faut un peu faire la pédagogie. C'est quoi cette corruption au Congo? Quelle est l'ampleur et la nature de cette corruption? Quelles sont les causes et les sources de cette corruption? Quelles sont également les conséquences? À partir de là, on pourra alors déployer rapidement les mesures qui sont nombreuses. Comme je dis, c'est un fléau complexe. Alors, tout d'abord, il faudrait préciser que la pratique de la corruption, d'après ce que moi je sais, ce n'est pas une pratique qui est dans nos mœurs à nous, traditionnelles, ce n'est pas dans nos coutumes. On ne corrompt pas quelqu'un dans un village congolais ou dans un village, ça n'existe pas. En fin de compte, la corruption, c'est pour cela d'ailleurs qu'elle a des effets graves et qu'on a du mal à s'en occuper.
cette corruption a été, cette pratique a été importée au Congo par diverses occupations qui se succèdent au Congo. C'est ce que je dis en premier lieu. Et en plus, en ce qui concerne le Congo, la corruption est, je crois, elle est entretenue, elle est même amplifiée et elle est singularisée pour pouvoir discréditer le pouvoir public au Congo, mais également discréditer les Congolaises et les Congolais en minant leur capacité à pouvoir valoriser les ressources du pays dans leur intérêt. On dit que le Congolais est corrompu, donc il ne peut pas gérer son pays. Donc il faudra que quelqu'un d'autre le gère à sa place. Alors pour cela, je pense que nous devons faire très attention. Alors maintenant, comment lutter contre ça? Voyons d'abord ce que moi je considère comme étant la définition qu'on peut donner à la corruption au Congo. D'accord? En RDC, en ce qui me concerne, il y a corruption chaque fois qu'une personne ou un groupe de personnes, physiques, vous et moi, ou morales, des entreprises, contre paiement, ou contre paiement en monétaire ou en nature, utilise sa position politique ou économique pour soit s'accaparer ou alors permettre à quelqu'un d'autre, moyennant paiement évidemment comme je dis, d'accord, s'accaparer d'une ressource, d'un bien ou d'un service qui revient de droit à l'État congolais. Donc c'est ça. Donc, chaque fois que quelqu'un pose ce genre de geste, pour moi c'est de la corruption. Alors maintenant, quelle est comme je dis tantôt, quelle est la nature de cette corruption au Congo et quelle est son ampleur? La corruption au Congo est devenue structurelle, c'est-à-dire que toutes les sphères de la société en sont affectées. Elle gangrène, comme on dit, c'est un cancer qui gangrène toutes les sphères de la société congolaise. La corruption est endémique, c'est-à-dire qu'elle est installée, elle est permanente. La corruption au Congo est quasi inexpugnable. On a du mal à la combattre. Donc il y a trois éléments. Elle est structurelle, elle est instable, endémique, et puis elle est quasi inexpugnable. C'est-à-dire qu'on a du mal à l'extirper. C'est un cancer qui gangrène toute la société, qui s'installe, qui est là permanent, et puis en plus finalement, toutes les solutions qu'on puisse proposer, ça ne donne pas. Ça donne pas grand-chose. On ne peut pas, donc par conséquent, on ne peut pas l'attaquer des fronts. Par exemple, comment on appelle ça, les réseaux africains, les réseaux des parlementaires africains contre la corruption, la section congolaise de ces réseaux-là a sorti une donnée qui m'a surpris, qui m'a vraiment frappé. Pour 2021, on a recensé pour 62 milliards de dollars des cas de corruption au Congo. Le produit intérieur brut, l'activité officielle économique au Congo, c'est 50 milliards. Alors vous avez à côté, presque autant, 62 milliards qui sont dans le secteur de la production. Alors donc si on prend 20% d'impôts sur ce revenu-là qui échappe, alors 20% ça nous donne à peu près 12 milliards. Donc actuellement nous avons un PIB de 50 milliards et un budget d'environ 10 milliards. D'accord, on a pris ça. Alors, donc il y a 12 milliards qui nous échappent. Alors si on prend les 12 milliards, si on avait mis la main sur ces 62 milliards et qu'on prenait un revenu fiscal de 12 milliards, et ces 12 milliards permettraient de pouvoir financer la santé, l'éducation, l'armée, etc. D'accord. Donc, les salaires des enseignants, des militaires. Quand je dis l'éducation, c'est en général. Envoyer les enfants à l'école, les infrastructures. C'est-à-dire qu'on aura
avec 3 milliards, on est capable de pouvoir faire de grands tronçons qui permettent de relier le grand capital. Alors, deuxième, Transparency International, c'est un organisme qui classe les pays par niveau de corruption. Le Congo, sur 180 pays en 2021, le Congo arrive à la 169e place. Donc c'est l'un des pays les plus corrompus, d'accord? Entre 169 et 180, mais ça fait une dizaine de gens. Nous sommes dans cette situation-là. Et dans le même Transparency International, 80% des Congolais pensent que la corruption en 2021 s'est aggravée. Et que 85%, pardon, et que 80% des personnes qui font affaire avec les services publics déclarent avoir versé un pot de vin en 2021. J'ai une autre donnée. L'agence, la première donnée que j'ai citée, c'est une donnée congolaise, d'accord? C'est une section locale. La deuxième, c'est une donnée internationale, on peut la contester. Bon, la troisième, c'est une donnée également congolaise. L'agence nationale de promotion des investissements, ce n'est pas n'importe lequel, à partir d'une enquête de l'Institut de la statistique du Congo, l'INSEE, relève que 95% des entreprises qui évoluent au Congo travaillent dans le secteur informel. 95%. 95%. Ils travaillent en coulisses. Oui, en coulisses, sous la table. C'est-à-dire qu'ils ne remplissent aucune formalité, ne sont pas répertoriés dans le fichier des entreprises de l'État. C'est un peu comme si tu prenais toutes les entreprises qui sont dans la rue ici. 9 sur 10 travaillent sous la table. Comme qui n'ont pas de papiers légaux. Ils n'ont pas de papiers légaux, n'ont rempli aucune formalité. Alors ça, c'est pour la nature et l'ampleur. Alors, quelles sont les formes de corruption auxquelles nous avons affaire? Pourquoi ce monstre est assez complexe à traiter? Nous avons au Congo deux formes de corruption. Il y a la corruption internationale, dans laquelle le corrompu, ce sont les politiciens, les hauts fonctionnaires et les hauts cadres congolais. Et de l'autre côté, le corrupteur, ce sont les mafieux internationaux, ce sont les entreprises internationales, ce sont les étrangers. Vous avez, et ça, c'est celle-là qui est la plus dangereuse. C'est celle-là qui ponctionne une bonne partie des recettes du revenu national, qui est dans l'évasion fiscale. Et vous avez, en deuxième, la corruption nationale, celle qui se pratique entre nationaux. Ça, c'est le fait de petits fonctionnaires, des policiers, de militaires, oui, les magistrats, qui sont les corrompus, avocats. Oui, qui sont les corrompus. Les avocats ne sont que des intermédiaires, qui sont des corrompus, et les corrupteurs, c'est le petit peuple. Mais ça, c'est beaucoup plus une corruption qui est, sans vouloir l'excuser, ça c'est vraiment, si je dois faire une distinction, ça c'est les secteurs informels. C'est-à-dire que très souvent, il n'y a pas de règlements, il n'y a pas de normes. Maman va aller pour se débrouiller. Ça c'est beaucoup plus de l'ordre de la débrouillardise. Je peux dire que finalement, ça c'est à peu près environ 20% de la corruption au Congo, et tandis que l'autre, c'est 80%. C'est celle-là qui siphonne le plus, quelque chose qui a beaucoup plus de conséquences. Alors, quelles sont les causes et les sources de cette corruption qui est structurelle, qui est, comme je disais tantôt, qui est structurelle, qui est endémique et qui semble difficile à pouvoir extirper? Vous avez d'abord le fait que, je l'avais déjà évoqué au départ, nous sommes dans l'archipélisation de l'économie congolaise, et le fait que c'est une économie également qui est tournée vers l'extérieur. Si vous prenez la carte du Congo, vous allez voir que finalement, il est très très difficile de faire déplacer directement d'un point A au point B de la marchandise. Parce que vous avez toujours des ruptures, vous avez toujours de contrôle. Et puis deuxièmement, l'activité est tournée, comme je dis, extraversion à outrance. L'activité est essentiellement tournée vers l'extérieur. Entre les régions du Congo,
il y en a très peu. Il y a trop peu par rapport à ceux qui s'envoient à Oui, l'extérieur. oui, très peu. Alors, si bien que tout le monde est dans les points de sortie des marchandises. Les points de sortie et d'entrée de marchandises venant de l'étranger. Et si vous allez dans les endroits où on dédouane les marchandises, vous allez voir qu'il y a une activité incroyable. Il y a des tas de personnes qui sont là, qui n'ont rien à voir là-dedans, mais qui sont là, qui sont des intermédiaires de tout genre, et tout le monde se bat. Tout le monde se bat pour pouvoir être à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que les marchandises sortent, les marchandises rentrent, on peut alors trafiquer les documents, on peut trafiquer des choses, on peut sortir des marchandises, des minéraux sortent sur 500 camions qui vont transporter du cobalt, qui vont sortir par exemple vers la Zambie, ben, on en déclare peut-être qu'une centaine. Les 400 autres là, ben, pas déclarés. Le résultat, c'est que l'État n'a pas les choses. Pour telle quantité, les produits qui rentrent de l'étranger, hein, parce que j'ai bien dit, d'accord, les produits qui rentrent de l'étranger, ce sont souvent parfois des produits qui sont malsains pour la santé des Congolais. Mais ceux qui sont là pour le contrôle ferment les yeux parce qu'ils reçoivent quelque chose. Le résultat, c'est que les Congolais les consomment et puis tombent malades et puis ainsi de suite. Il y a toutes sortes de problèmes qui arrivent après. Alors vous avez ensuite le fait qu'il y a les interventions étrangères. Il n'y a pas un pays où il y a autant de présence étrangère. L'omniprésence des étrangers joue aussi beaucoup là-dedans. L'étranger arrive face à un fonctionnaire, il a des dollars, il a des choses, puis donc c'est beaucoup plus facile de contourner les formalités qui sont en place. Ben, vous avez, j'aurais pu mettre ça aussi en première ligne, mais c'est assez difficile. Vous avez l'absence de l'autorité de l'État. C'est ce que je voulais parler là. L'absence de l'autorité de l'État. Mais l'État n'est pas là où on l'attend. L'État n'existe pas. Vous avez également la faiblesse de notre système judiciaire. Nous n'avons pas le système de pouvoir poursuivre les personnes, les arrêter, donc il n'y a pas, le système judiciaire n'a pas les moyens, puisque le magistrat lui-même peut se faire corrompre facilement, d'accord. Et vous avez aussi, dans certains secteurs, l'absence de ce qu'on appelle l'absence des normes et des règlements. Quand on veut construire au Congo, c'est quoi les normes de construction? Ici, on a un code des bâtiments. Et avec ce code des bâtiments, vous avez des gens qui font, voilà, pour pouvoir, même pour couper un arbre, il faut que tu puisses avoir une licence. Oui, ça prend un permis pour prendre un permis, oui. Pour faire n'importe quoi, il y a des codes. On dit, voilà, pour construire à tel endroit, voilà les normes à respecter, etc. etc. Très souvent, si ces normes-là ont existé, ben, c'était à l'époque coloniale. Aujourd'hui, ben, c'est pratiquement inconnu. Vous avez l'autre élément également, ben, la perte de confiance de monsieur, madame, tout le monde vis-à-vis des mécanismes de gestion étatique. Ben, je veux construire une maison, ben, si je veux avoir un permis de construire, là, ben, si je vais au bureau de l'État, au bureau des cadastres pour avoir les permis, ça va me prendre un temps. Ça prendra du temps. Oui, ça va me prendre du temps, il faut que je corrompe et compagnie, etc., etc. Donc, je m'organise avec ma bande et on construit la maison. Je vais démarrer une entreprise, des transports, oui, mais si je commence à aller chercher les permis et tout ça, la vignette et tout ça, mais ça me coûtera du temps et compagnie, donc j'y vais. Quand je rencontre un policier, j'ai con. Nous avons cela. Nous avons également tout la méfiance que les Congolais ont nourrie vis-à-vis de tout ce qui est policier, tout ce qui est militaire, tout ce qui sont d'ailleurs, comme je dis, qui sont dans la deuxième partie de la corruption. De la corruption nationale. Et puis vous avez l'autre élément, le déficit, ça je vais l'expliquer, le déficit de l'offre officielle des biens publics. Il y a une partie de notre travail, de ce que nous gagnons, qui dépend de nous-mêmes. C'est-à-dire que vous avez le talent de faire la coiffure, donc quand vous coiffez, ça dépend de vous, ça dépend de votre talent. Vous coiffez bien, la personne revient. Mais il y a aussi une partie du revenu que vous gagnez qui vient du fait que l'État fournit des biens et services publics. Autrement dit, ben, vous ouvrez votre salon à l'heure. Pourquoi? Parce que vous avez une route qui vous permet de partir de chez vous, de venir jusqu'ici. Vous avez des routes, vous avez des lumières, vous avez des choses. Donc, vous arrivez ici en toute sécurité. Une fois que vous arrivez ici, ben, la route, c'est un bien public. Une fois que vous arrivez ici, l'électricité est là. Vous devez travailler avec l'électricité, ça ne coupe pas comme au Congo.
Au Congo, ben là, les gens, ben là, ils travaillent un petit peu, bouffe, ça part. Ah ben là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des raccordements, il faut des choses là, il faut trouver une façon de contourner, et puis en même temps, si on veut installer le courant, la SNEL, l'eau, la même chose. Donc finalement, les gens font des raccordements frauduleux, raccordent à leur façon. Donc, vous avez une foule des choses comme ça, ben, vos enfants vont à la garderie, ça contribue. Vos enfants vont à l'école, ça contribue également à ce que vous fassiez votre travail. Donc il y a une partie, et une partie, ça dépend de vous. Mais aussi une partie qui dépend de l'État. Si nous avons des revenus beaucoup plus élevés, c'est parce que l'État nous permet finalement de nous déplacer. Vous n'avez pas quelqu'un qui vous empêche, lorsque vous partez de chez vous, pour venir ici, la police n'est pas... À moins que vous commettiez une erreur. Mais si vous conduisez normalement, la police ne vous arrêtera pas pour ne pas vous retarder inutilement. Vous arrivez ici, si vous arrivez constamment en retard, ici, ben, vos clients diront, ben oui, c'est peut-être un bon coiffeur, c'est vrai. Mais il est toujours en retard, il me fait perdre mon temps, je n'irai plus là-bas. Alors vous avez ces paquets de choses qui font en sorte que nous sommes ça. Quelle est la conséquence? La conséquence, les conséquences, il y en a plusieurs. C'est l'affaiblissement de l'État. Encore une fois, nous avons déjà dit que l'État... Pourquoi l'État est faible? Vous avez un pays de 100 millions, 100 millions d'habitants, un peu plus. Mais l'État, les budgets de l'État, c'est un peu moins de 10 milliards de dollars. Vous prenez ici par comparaison. Comparaison n'est pas certes raison, mais on peut quand même comparer pour voir à peu près l'ordre de grandeur. Vous prenez la région de la capitale nationale où nous sommes ici. À Ottawa. À Ottawa. Nous sommes environ 1 million de personnes. Le budget de cette région ici, c'est à peu près 5 milliards. Vous avez 100 fois plus de personnes qui ont un budget de 10 milliards, et vous avez ici 1 million de personnes qui ont un budget qui ont la moitié de ces budgets-là. Alors évidemment, vous regardez la proportion. La ville d'Ottawa entretient les routes, ramasse les ordures, et puis, etc. Nous n'en sommes pas capables. Nous n'en sommes pas capables. Pourquoi? Parce qu'une bonne partie des recettes qui devraient aller dans les coffres de l'État échappent à l'État. Je vais vous donner un exemple tantôt. 62 milliards de dollars, mais si on prenait les 12 milliards qui sont des rentrées fiscales à l'État, oui, mais on pourra faire beaucoup de choses. Pas autant qu'ici, mais on fera quand même beaucoup de choses. Vous voyez? Alors donc, l'État est faible. Non seulement il n'est pas là où on l'attend, il ne peut non plus pas être où on l'attend, parce qu'il ne peut pas payer ses policiers, il ne peut pas, donc il est en plus faible, il ne peut pas intervenir. Ils ne sont pas capables de répondre aux besoins en biens, services des gens, qui permettra à ce que les gens puissent aller travailler en sécurité beaucoup plus rapidement, parce qu'ils ont des routes, parce qu'ils ont les moyens de locomotion, parce qu'ils ont la sécurité, etc. Il y a aussi l'autre élément, c'est que l'État, à cause de l'omniprésence des interventions étrangères, l'État renonce à une bonne partie de ses responsabilités. Oui, l'État se désengage de ses responsabilités. Parce que l'État compte sur l'étranger, des ONG étrangères, les missions étrangères, pour pouvoir fournir l'école, fournir l'eau portable à tel endroit. La route. Oui, fournir la route. Vous avez même la MONUSCO qui est là. Normalement, la MONUSCO était là pour pouvoir nous aider à attaquer les groupes armés et compagnie. Mais ils ont là pour... Voilà, maintenant, la MONUSCO a compris que finalement... Il y a la faiblesse de l'État. Oui, il y a la faiblesse de l'État. Et qu'une manière de pouvoir... C'est pour ça que je dis tantôt, c'est une corruption qui est volontairement entretenue pour pouvoir discréditer l'État congolais et les Congolais. Une manière de bien discréditer l'État congolais et de se rendre indispensable, c'est de faire ce que l'État congolais ne fait pas. Alors la MONUSCO fournit l'école. La MONUSCO creuse un trou, que n'importe quel jeune Congolais avec une pelle et puis nous savions le faire quand on était à l'école secondaire. Peut le faire, n'importe quelle organisation. Quand on était scout et compagnie, on savait comment forer de puits pour pouvoir obtenir de l'eau. Maintenant, nous ne le faisons pas. C'est la MONUSCO qui le fait. Un pont qui tombe, c'est la MONUSCO qui répare. Mais ça, c'est des fonctions qui reviennent à l'État.
La munition doit protéger nos mamans qui doivent aller dans leur champ et compagnie. Mais ça, ce sont des fonctions de l'État. Donc l'État, tout d'un coup, par sa faiblesse, par son incompétence, se désengage des responsabilités qui sont les siennes. Ça, c'est très très grave. Et ça, c'est voulu. Et ça montre que par l'État, puisque cet État-là nous représente, l'État en question, il est incompétent, il est incapable, donc... L'État est faible. Oui, l'État est faible, donc la population est absent. Il n'est pas là. Maintenant, prof, si je pense que tu es en train de... Je ne voulais pas t'interrompre. Oui. Il y a une chose, je sais que tu dois aller. Tu as dit le Congo, c'est au niveau mondial, c'est au 180. 169e. Place sur 180, oui. Maintenant, si aujourd'hui, oui, tu es président de la République, quel est le mécanisme que tu peux faire sortir au Congo à la 169 à la corruption au niveau mondial? Alors attends, je vais juste finir les conséquences rapidement, okay. Et on va revenir à cette question-là. Okay. Bon, alors finalement, il n'y a pas que la MONUSCO, d'accord? Il y a tous les secteurs informels qui prennent la place. Si tu veux, emprunter, ben, tu vas consulter X. Si tu veux faire travailler quelqu'un, ben, tu vas voir son père. Il y a aussi ce qu'on appelle les secteurs post-mafieux national. Les députés deviennent en quelque sorte, les députés, tout dépositaire de pouvoir, devient en quelque sorte l'État dans l'État. Chef. Oui. Pire que ça, non seulement chef, mais il devient de l'État dans l'État. Il fournit toutes sortes de services que l'État aurait pu fournir. Et les gens maintenant, la loyauté des gens ne va pas à l'État, mais elle va maintenant à ces personnes-là. À la personne. Oui. Les mains dans la poche de quelqu'un. Oui. Les gens maintenant deviennent loyaux vis-à-vis de leurs députés. Et les députés menacent l'État qui est faible. Si vous ne me donnez pas ceci, ben, je suis capable de faire telle chose. Les groupes armés, là où ils sont, là maintenant, ça c'est les groupes mafieux. Les groupes mafieux internationaux ben, se mettent ensemble, comme les groupes armés, comme les organisations, le multinational, ils se mettent maintenant ensemble, là où ils sont. Là où ils sont, ben, ils exercent les fonctions de l'État. Ils prélèvent les taxes, d'accord? Ils prélèvent les taxes. Ils fournissent l'école, ils fournissent des biens. Alors, là encore une fois, la population perd confiance dans l'État congolais. L'autre élément, c'est ben, la population, évidemment, s'appauvrit. L'insécurité augmente de plus en plus. Et puis, nous sommes incapables d'attirer et l'investissement national et l'investissement international. Nous courons à travers le monde. Il y a quand même une contradiction. D'une part, nous avons un pays immensement riche, avec un potentiel incroyable. De l'autre côté, nous sommes obligés de courir à travers le monde pour attirer les investisseurs. En principe, ça ne devrait pas être, ça devrait être le contraire. Alors, vous avez également toute la question de la dollarisation de l'économie. Dans la discussion qu'on a eue la dernière fois, je dis que finalement, le Congo se trouve entre ce qu'on appelle l'étape d'économie, on n'y est même pas encore, l'étape d'économie de société traditionnelle, artisanale, et la préparation au décollage, n'est-ce pas? La préparation au démarrage. Nous ne sommes pas au démarrage, nous sommes angueux entre les deux. Mais la corruption nous empêche finalement de réunir les conditions nécessaires pour pouvoir propulser le démarrage. Parce que l'une des conditions, 2 ou 3 conditions nécessaires pour pouvoir réunir les conditions pour pouvoir se mettre sur la piste de démarrage, de décollage, ben, c'est l'autorité de l'État, la présence de l'État partout, les systèmes d'éducation généralisés, n'est-ce pas? Un minimum de tissu industriel, l'activité commerciale moderne. Nous ne l'avons pas. Nous avons peine. Ça n'existe pas. À cause de la corruption. Parce que la corruption fait en sorte que l'État est faible. L'État ne peut pas exister là où il est. L'État se désengage. Et puis, l'État ne fournit pas l'éducation généralisée. C'est bien dans notre constitution que l'éducation primaire doit être gratuite. On a du mal. On a du mal à le faire. On en a parlé la dernière fois. Et tout ça, c'est parce qu'une bonne partie, chaque fois que l'État veut sortir des sous
pour pouvoir financer l'éducation, soit l'argent disparaît dans les poches des gens, soit alors l'argent l'argent est bloqué quelque part parce qu'il y a des groupes informels, des groupes mafieux ou post-mafieux qui veulent gérer l'éducation, qui prennent l'éducation, alors que l'éducation c'est une éducation nationale, c'est une éducation républicaine. Ce n'est pas aux d'autres personnes de le faire en place. Alors, donc ça c'est à peu près au niveau des conséquences. Alors, si on regarde au niveau des mesures, vous dites voilà, le pays est au 169e rang, c'est 180. La première chose évidemment, c'est restaurer l'autorité de l'État partout sur le territoire national. Et j'ai exposé la dernière fois comment est-ce qu'on pourra le faire beaucoup plus rapidement. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule solution. N'oubliez pas que nous avons affaire à un cancer qui a plusieurs formes. On ne peut pas avoir une seule solution. Moi je dis il faudra avoir ce qu'on appelle la doctrine de la sécurité totale. J'ai expliqué la dernière fois. Si nous voulons le faire rapidement, que l'État soit présent un peu partout, il faut recruter environ 1 million de jeunes qui sont entre 20 et 25 ans. Et ces jeunes-là, on va les équiper et ces jeunes-là vont aller dans nos différents territoires. Nous avons quoi Nous en avons à peu près 145 territoires. Ils vont aller dans différents territoires et ils vont installer l'État. Là où il faut réparer les écoles, ils vont réparer les écoles. Là où il faut réparer les hôpitaux, ils vont réparer les hôpitaux. Là où il faut neutraliser les criminels et les bandits, ils vont le faire. Là où il faut recenser, ils vont recenser les gens. Là où il faut expulser les étrangers qui sont illégalement chez nous, ils vont le faire. Ces gens-là vont installer, comme les jeunes vont installer l'autorité de l'État. À partir de ces millions-là, on va maintenant on va sortir ce qui va être la fonction publique future. Ils sont 1 million. C'est l'acte fondateur. Alors, ce n'est pas compliqué. 1 million de jeunes, je ne sais pas quel est le revenu qu'on devrait leur donner par mois, mais je crois qu'au bout de 6 mois, on peut faire quelque chose. Au bout de 6 mois? Oui, je suis convaincu qu'au bout de 6 mois. Ça prend une préparation, et ça prend des équipements et tout ça. Et si le Congo dépense environ 1 milliard, en donnant à ces jeunes-là $100 par mois, je crois qu'on pourra faire quelque chose. C'est-à-dire $100 plus le logement, plus tous les choses. Je pense qu'au bout de 6 mois, nous pouvons faire quelque chose de bien. C'est-à-dire, ça c'est au niveau de la corruption nationale? C'est au niveau de la corruption nationale et internationale. Maintenant, vous voulez aller directement au niveau de la corruption internationale? Oui, comment tu peux le faire? Parce que le problème est que quand tu es épinglé là, tu dois avoir beaucoup de jeunes qui doivent être parmi des 140 territoires. Oui, 145. 145, je m'excuse. Oui. C'est-à-dire c'est pour diminuer aussi la corruption nationale. Maintenant, au niveau international, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que c'est le même mécanisme avec national ou ça serait un peu différent? Normalement, ça devrait être. Il y a des éléments qui touchent à la fois le niveau national et le niveau international, mais il y a des éléments spécifiques. Moi, je ferais normalement 3 catégories de lois. Il y a une loi qui va s'occuper de la corruption internationale. Et il y a une loi qui va s'occuper de la corruption, des mécanismes qui vont s'occuper, pas forcément la loi, des mécanismes qui vont s'occuper de la corruption nationale. Et il y a des choses qui vont aller dans les deux. Pourquoi? Parce que la corruption demeure partout dans le monde, c'est un crime, c'est une infraction. Donc c'est une affaire, ici c'est interdit dans le code pénal du Congo, et c'est interdit également ici dans le code criminel. Si on prend par exemple au niveau des étrangers, moi je crois qu'il faut interdire les étrangers de se retrouver dans certains sites du pays. Il faut trouver certains sites là où les étrangers ne doivent pas être. Qui ne puissent avoir l'accès. Ils ne peuvent pas avoir accès à ces sites-là. Absolument pas.
S'ils le font, ils commettent, ils violent la loi. Deuxièmement, il faut également interdire aux étrangers certaines activités. Ils ne peuvent pas exercer ces activités-là. Parce que ce soit des activités qui sont réservées à l'État, soit ce sont des activités qui sont réservées aux nationaux. Par exemple, pour moi, les étrangers, à moins qu'ils aient déjà un permis, dans certaines zones minières, ils ne doivent pas se retrouver là. Parce qu'une bonne partie de notre corruption vient du fait que les étrangers, n'est-ce pas, soit sur les choses minières. Oui, sur la zone minière. Alors, même s'ils sont dans les zones minières, n'est-ce pas, ils ne peuvent pas, s'ils se déplacent de cette zone minière-là à une autre zone, ils ne peuvent pas avoir en leur possession des minéraux. Par exemple, quelqu'un qui est qui a eu un permis d'exploitation qu'il a déjà, du diamant, cobalt ou diamant au Bakwanga. Mais on ne peut pas trouver le même étranger avec du diamant, par exemple, à l'aéroport de Njili. Vous voulez en sortir avec, on ne peut pas l'avoir. Mais il y a des zones où, non, les étrangers ne doivent pas être là. C'est pour les nationaux. C'est pour les nationaux. Il y a des activités que les étrangers ne doivent pas exercer non plus. Par exemple, le petit commerce. On ne peut pas le dire simplement comme ça. J'ai une batterie de mesures pour pouvoir permettre, c'est pour ça que je dis qu'il y a des liens. Il y a le petit commerce que l'étranger ne devrait pas exercer. Parce que ça, c'est le symbole que finalement nous sommes incapables. Tu comprends? Comme les Chinois qui sont en train de vendre des beignets. Des beignets, non. Moi, quand j'étais jeune, là, quand j'étais jeune à Kinshasa, il y avait les beignets des Magabi. Tout le monde allait manger ces beignets-là. Tout le monde s'arrêtait là le matin pour aller manger ces beignets-là. Mais ça devient le marché des Chinois. Là, ça devient maintenant le marché des Chinois. Des Libanais qui vendent des shawarma. Le pain, non. Ces activités-là sont... c'est peut-être pas très important pour beaucoup de personnes, mais c'est un symbole puissant. Alors, pourquoi ces gens-là ont pris, les Indiens et compagnie, ont pris ça en main? Mais parce que dès le départ, dans notre système éducatif, ou dans notre système culturel, mais nous n'avons pas appris comment gérer une affaire. Mobutu avait fait à l'époque la zaïrianisation, qui avait été un peu mal ficelée. On a transféré beaucoup d'activités entre les mains des Congolais, et ces activités-là, très rapidement, ont fait flop. Alors, donc vous avez ça. Donc les activités, les étrangers, on va identifier les zones où les étrangers, les sites, tous les endroits. J'ajoute à ça aussi la compagnie de certaines personnes. On ne peut pas voir un général congolais, un député congolais, un ministre congolais, ou un haut fonctionnaire, un haut cadre d'une entreprise sensible au Congo. Ici, on l'interdit. On ne peut pas le voir en compagnie des étrangers, à moins qu'il ait obtenu l'autorisation de le faire. C'est-à-dire qu'un ambassadeur... non, il ne peut pas aller voir un ministre congolais, non. Mais il y a un ambassadeur de la France, monsieur professeur, qui s'est trouvé à Minembwe, à l'est du Congo. Il y a un autre ambassadeur de l'Italie qui est mort à l'est. Mais vous savez comment est-ce qu'il a fait il a déjoué tous les systèmes, d'après des explications, il a déjoué tous les systèmes de surveillance pour se retrouver là. D'accord. Et ça doit être interdit tout bonnement. Que ça te plaise ou pas du tout, les étrangers ne peuvent pas se retrouver dans certaines zones, ni en compagnie de certaines personnes. Non. On perd beaucoup de temps avec cette histoire de père et de mère, mais alors que le vrai problème, c'est là. Parce que nous savons qu'une bonne partie des corruptions qui minent notre pays, et quand je dis miner notre pays, qui nous font voir à l'extérieur que nous sommes incapables, ben c'est la corruption étrangère. Ce n'est pas ce qui se passe entre nous qui est de la pure débrouillardise. Est-ce que, prof, si les organismes internationaux entrent au Congo, est-ce qu'ils entrent sans permis ou comment tu peux expliquer? Est-ce qu'ils ont autorisé de le faire avec un permis qui est bien régularisé par le gouvernement congolais ou il vient sans toutefois avoir un permis? Justement, c'est là qu'est le problème. Parce qu'il faut qu'on sache que, est-ce qu'ils sont autorisés par le gouvernement ou non? Oui, mais le problème est quoi? Nous avons des règles et tout ça, des processus. Au ministère des Affaires étrangères, tout ça, il y a des processus à respecter pour aller au Congo. Mais puisque l'État est faible, puisqu'il n'y a personne qui les fait respecter, ces organismes-là passent par-dessus. C'est pour ça que je dis tantôt, c'est chaque fois que quelqu'un
contourne, d'accord, utilise un moyen pour contourner la procédure prévue, c'est de la corruption. Alors, les étrangers, ils débarquent chez nous, les organismes internationaux débarquent chez nous, les plus souvent, sans avoir des autorisations. Ils vont essayer de régler ça sur place. Ou ils vont essayer de travailler pendant des années, pendant de longues années, sans avoir eu aucune autorisation. C'est-à-dire, si je comprends très bien, je dois revenir. Il y a un ambassadeur italien qui partait à l'Est, il y a un ambassadeur français qui s'est trouvé... Prenons le cas de l'ambassadeur italien. Ouais. Il y a un protocole des affaires étrangères, je ne connais pas trop bien, qui explique, qui dit comment, qui gère les déplacements de personnel diplomatique. Il devrait respecter ça. Les normes. Oui, les normes, la réglementation. Il ne l'a pas respecté, il l'a contourné. Mais pourquoi il l'a contourné? Mais parce qu'il sait très bien qu'il suffit de donner quelque chose aux Congolais pour pouvoir faire ça, c'est tout. La faiblesse de... Oui, la faiblesse de l'État. L'ambassadeur qui a été tué, le jeune ambassadeur canadien, italien, il a contourné, il a donné une fausse information aux affaires étrangères ou à l'ANR, mais tout en étant là à l'aéroport pour pouvoir contourner, il s'est retrouvé à l'est du pays. À l'est du pays. Et vous en avez beaucoup comme ça, beaucoup qui le font. Mais si c'était, ça pourrait être vous, on doit revenir, si ça pourrait être vous, qu'est-ce que tu pourrais dire aux Italiens, et même l'ambassadeur de la France qui s'est trouvé à Minembwe, ambassadeur de l'États-Unis s'est trouvé à Baraka. Baraka, partout. Mais qu'est-ce que tu pourrais faire en tant que tu es en tête du pays? Non, mais le problème vient de quoi? Vous avez vu que dans les sources et les conséquences, dans les sources et les conséquences, j'ai parlé de la faiblesse de l'État. J'ai parlé de la faiblesse de l'État. Mais l'État, c'est qui fait respecter les normes étatiques sur le terrain? Ce sont les fonctionnaires. C'est pour ça que j'ai parlé de la sécurité totale. Alors, ce qu'il faut, ce n'est pas dire à l'ambassadeur italien quoi faire. Il le sait quoi faire. Les normes au niveau des affaires étrangères, au niveau de la sécurité, sont claires. On peut même prendre le cas de ces deux jeunes gens qui ont été décapités dans le Kasaï, le jeune américain et le jeune suédois. Vous savez qu'ils se sont retrouvés là-bas, beaucoup de thèses circulent. Même la MONUSCO ne savait pas. Parce que si la MONUSCO savait, on aurait dû, qu'il était venu au nom de la MONUSCO, on aurait dû leur donner des escortes. Mais ils ont voulu aller là-bas par eux-mêmes. Et c'est arrivé ce qui est arrivé. C'est malheureux, c'est triste. Mais vous regardez que finalement, cette histoire-là, depuis que ça dure, combien d'énergie, combien de sous on a englouti là-dedans. Chaque procès, chaque décision n'aboutit à rien. C'est tout le temps, quoi. Tous les systèmes judiciaires est rivé uniquement là-dedans. Mais si ces personnes-là avaient respecté les normes de séjour dans l'État congolais, on n'en serait peut-être pas là. Donc, le problème, c'est de ne pas dire aux étrangers. L'attitude des étrangers changera si notre attitude change. Vous voyez? Alors, donc maintenant, il faut que l'État... Pourquoi les fonctionnaires congolais ferment les yeux, détournent? Parce que justement, l'une des solutions, il faut payer régulièrement les fonctionnaires. C'est l'une des solutions. Il faut qu'ils soient bien payés. Qu'ils soient bien payés. À la date qu'il faut. Oui, et il faut qu'ils soient imputables. Lorsqu'ils commettent une faute, ils payent pour. C'est-à-dire, je donne le cours d'administration des services publics, je suis même en train de préparer quelque chose là-dessus. Le fonctionnaire ici est imputable. Il commet une faute. Il commet une faute, il doit être sanctionné. Selon le degré de la faute, il est sanctionné. Ok. Il y a une autre petite question. Je dois retourner là. Oui. Par exemple, la MONUSCO, si je ne me trompe pas, c'est presque 25 ans, 26 ans. Si je ne me trompe pas. C'est à peu près ça. 20 ans, environ 20 je prends depuis 2000... Ça peut être 25 ans ou 20 ans, des choses pareilles. Oui. Si tu pourrais être à la tête du pays, jusqu'à nos jours, est-ce que tu peux continuer à travailler avec la MONUSCO? Absolument pas. Ils étaient en Angola, on les a mis à la porte. Ils étaient au Rwanda, les Rwandais les a mis à la porte. Est-ce que le MONUSCO est... Non, regardez. En Angola, ils étaient là pendant le conflit avec Savimbi et compagnie, n'est-ce pas? La MONUSCO, là, les forces des Nations Unies, c'est comme un médecin. Le médecin est là pour pouvoir te soigner, mais il n'est pas là pour te guérir.
tu ne peux pas leur exiger de pouvoir aboutir à un résultat. Ils vont te dire, ah mais non, on est là juste pour vous aider. Vous comprenez? Alors, deuxièmement, cette MONUSCO-là est composée par qui? Ben, la plupart, ce sont des gens qui viennent des pays où, s'ils n'étaient pas au Congo, ils gagneraient 10 fois moins que ce qu'ils gagnent au Congo. Alors, résultat, ils sont dans ce qu'on appelle en économie de rent-seeking economy, l'économie des rentes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont quelque part pour faire en sorte que cette situation-là ne se termine pas. Parce que pour leurs intérêts. C'est pour leurs intérêts, c'est tout. C'est-à-dire que si tu pourrais être président de la République, tout d'abord, tu pourrais les chasser, qu'on puisse en prendre en charge eux-mêmes. Oui, ils auront un mois pour payer bagage et s'en aller. Parce que je viens de dire qu'il y aura le 1 million de Congolais. Regardez, ils sont là, on dépense pour environ 20 000 personnes. On dépense à peu près 1 milliard 200 millions de dollars par année. Et qui paye ça? Oui, et qui paye et puis tout ça. Oui, qui paye ça? Oui, mais ceux qui payent ça, ce sont, sur le plan comptable, ce sont les nations, les grandes nations qui contribuent aux Nations Unies. Mais en réalité, c'est le Congo qui paye. Alors, pourquoi ne pas simplement prendre le courage de dire que voilà, maintenant, plutôt que de payer ces gens-là, de manière détournée, indirecte et tout ça, nous allons payer nos propres enfants. Surtout, je parlais de 1 milliard. Si nous prenons 1 milliard 200 millions de dollars, nous perdons chaque année plus de 15 milliards de dollars en recettes fiscales de l'État. 15 milliards. C'est comme on fait ici. Si on veut mettre la main sur ceux qui font l'évasion fiscale, l'État va dépenser. Il dit, voilà, c'est un investissement. Alors pour moi, le milliard 200 millions de la sécurité totale, c'est un investissement qui va nous rapporter beaucoup. Un an, ils doivent, à l'intérieur d'un an, ils doivent s'en aller. Bon, si par exemple, je peux donner un exemple qui est passé récemment chez nous au Congo, ministre de l'Éducation. Il avait détourné l'argent des gratuités. Et il a fui. Il est à l'extérieur du pays. Qu'est-ce que tu peux faire? Si cette personne, on l'amène en prison, est-ce qu'il doit retourner l'argent qu'il a ramassé ou pas? Si c'était toi. Bon, alors, parce que la plupart, chez nous, au Congo, on ramasse la personne, mais la personne ne détourne pas ou ne tourne pas l'argent ou le matériel qu'il a volé. Selon vous, quels sont les mécanismes que tu peux faire? Bon, regardez, ce n'est pas seulement propre au Congo. C'est ici aussi au Canada, c'est arrivé plusieurs fois. Il y avait la commission Charbonneau. La commission Charbonneau au Québec. Au Même Québec. avant ça, il y avait la commission Gomery. Il y avait la commission Bastarache pour la nomination des juges et tout ça, d'accord? Il y a deux réponses possibles. Moi, je l'ai marqué là-dedans. Il y a deux réponses. Il y a une réponse qui permet de pouvoir comprendre comment fonctionnent ces systèmes mafieux. Il y a une solution. L'État essaie de comprendre comment fonctionnent ces systèmes mafieux et ensuite l'État va prendre des lois, et des lois, des règlements. Par exemple, dans le cas de la commission Charbonneau, on a essayé de comprendre comment fonctionnaient les systèmes de corruption au niveau de la construction publique et au niveau également des élections municipales. Alors, les gens qui témoignaient là-bas à la commission Charbonneau, ils avaient ce qu'on appelle l'humilité, c'est que l'État voulait comprendre. C'est pour ça qu'ils sont allés raconter comment est-ce que ça se passait. Donc, nous aussi, dans notre cas, je vais donner 2-3 réponses, d'accord? Une réponse dans l'immédiat et une réponse plus tard. Nous devons mettre en place 2 commissions. Une première commission, ce sera la commission sur la corruption internationale. Et une deuxième commission, ce sera sur la commission sur la corruption nationale. Dans le cas de la corruption... la corruption internationale? La corruption internationale, ou nationale, peu importe. Dans le cas de la deuxième commission, les gens qui savent comment ça fonctionne, ils vont avoir l'humilité. Admettons que vous et moi, nous y avons participé, nous sommes les Congolais. Les Congolais qui savent comment ça fonctionne, ils vont avoir l'humilité. Nous allons leur expliquer alors comment est-ce qu'on vole l'argent. Par exemple, le détournement de l'argent destiné
à la gratuité, les gens vont voir, ah, oui, moi j'en ai volé, j'en ai pris. Comme on avait fait aussi la commission des biens mal acquis. Les gens avaient rendu par eux-mêmes. Beaucoup de personnes avaient rendu les biens qu'ils avaient volés par eux-mêmes. Ça, c'est un mécanisme très très efficace. C'est un des mécanismes efficaces que nous n'utilisons pas beaucoup. Deuxièmement, maintenant, il y a une faiblesse au niveau du système. Parce que vous avez posé la question, pourquoi ces gens-là, on les arrête, et puis ils ne rentrent pas. Oui. Oui, mais l'argent ne retourne pas à la trésor, au trésor public. Alors, Mm. il faut faire la part des choses entre le droit criminel et les droits civils. Si je prends ton bien, c'est du droit civil. Admettons que si je viens ici, je me fais coiffer plusieurs fois, je ne paye pas, c'est un rapport physique. L'État n'a rien à voir avec ça. Toi, tu pourras alors engager une action au civil contre moi. Si je ne paye pas, ben, si je refuse de payer, ben, on va me condamner à payer ce que tu dois et ensuite à te payer les dommages et intérêts. Ça, c'est la partie civile. Maintenant, du côté de la partie criminelle, d'accord, ben, ce sont les sanctions qui sont là, qui sont prévues au code criminel. Au code criminel, on dit, voilà, ben, tu détournes, ben, tu dois payer une amende de temps, et puis tu vas aller en prison pendant 20 ans. Ben, alors, par conséquent, si j'ai détourné plusieurs millions de dollars, et on me condamne pendant 20 ans, et que finalement, on me dit, voilà, vous avez payé une amende de 30 000 dollars, ben, je paye l'amende de 30 000 dollars, je vais en prison pendant 20 ans. Ben, une fois que je sors, ben, c'est fini, j'ai payé ma dette à la société, parce que la corruption, c'est un acte criminel que tu commets contre la société. C'est pour ça que moi, je suis parti avec une définition que c'est un acte contre le gouvernement congolais et tous les Congolais. D'accord? Ici, au Canada, on permet finalement à ce qu'il y ait une action civile. Nous n'avons pas ça. C'est-à-dire que l'État congolais, s'il veut récupérer l'argent, non seulement on introduit la poursuite criminelle, c'est fait, c'est-à-dire que le procureur, le ministère public te poursuit pour un acte criminel, tu es condamné, tu payes, mais également l'État peut se porter partie civile. D'accord? Partie civile devant les tribunaux civils pour pouvoir récupérer l'argent que vous avez volé. Parce que la poursuite criminelle n'exclut pas la poursuite civile, pas du tout. Donc c'est une faiblesse au niveau... c'est pour ça que je parle de refonder notre système de justice, notre système judiciaire. Actuellement, non. Une fois que la personne a été arrêtée, convaincu qu'il est coupable, tout ce que cette personne doit faire, c'est de faire face à la peine qui est écrite dans le code pénal, c'est tout. S'il a volé 300 millions de dollars et que finalement, on dit, là, c'est un détournement, le maximum c'est 20 ans de prison, et que cette personne doit payer 100 000 dollars d'amende, c'est tout. Une fois qu'il a payé l'amende et qu'il va en prison, c'est fini. Mais prof, il y a une petite question qui est en dehors de... Alors, vous avez compris là? Oui. Il faudra maintenant que l'État, qu'on amende nos lois. C'est pour cela qu'il faut une loi spéciale contre la corruption. Comme ça, dans ce cas-là, on pourra dire, voilà, il y a des possibilités de recours pénal, criminel et recours civil. Ok. Prof, ça c'est une petite question dehors parce que tu as dit que si une personne... ou alors, juste une parenthèse, ça me vient à l'esprit. Ou alors, on fait comme aux États-Unis. Aux États-Unis, on multiplie les peines, on te condamne à 120 ans de réclusion criminelle. D'accord? On te condamne comme ça, d'accord, de 120 ans, mais là, tu ne sortiras pas. Vas-y. Oui, prof, il y a une petite question, entre parenthèses. Caméré, on l'a amené à la cour, on lui a condamné 20 ans. 20 ans, c'était 20 ans. C'était 20 ans. Et après, on dit 13 ans. 13 ans avec, à la cour d'appel. À la cour d'appel, avec Jamal. Et après, on lui a donné, on lui a fait sortir provisoirement. Oui, il était à la cour de cassation et on a dit que finalement, la cour d'appel avait commis une erreur de droit. La cour de cassation ne regarde pas les faits, il regarde les erreurs de droit, normalement. Et il a dit, voilà, il faudra renvoyer la cause à la cour d'appel pour être rejugé de nouveau. Parce que la Cour, quoique je ne vais pas entrer dans le détail, parce que comme c'est ça, je ne veux pas parler de personne. Oui, là j'aimerais, parce que c'est un problème de la corruption. Si tu pourrais être président de la République à cette situation, comment tu pourrais réagir? Non, si nous voulons être un État de droit, en principe,
le président de la République ne peut pas intervenir à des cas particuliers. Non, d'accord. Ce Mais que nous voulons faire, oui, c'est de mettre un en place, système oui, qui est là, mettre en qui place doit- un oui. système Oui. qui fait en sorte que les gens soient dissuadés de commettre des crimes. Je n'ai pas dit que... Moi, je ne sais pas s'il a réellement commis ça. Il y a eu beaucoup d'histoires là-dedans. Il y a Qui énormément. n'ont pas clair. Oui, on peut écrire des thèses et des thèses sur cette affaire-là, comme sur l'autre. Même, il y en a beaucoup. Voilà, c'est pour ça que je ne veux pas, dans le cas du Congo, comme je dis, hein, vous vous rappelez de ça? Ouais. Nous ne sommes pas responsables dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais là où nous sommes collectivement responsables, moi compris, vous compris également. Nous tous, là, c'est parce que nous avons compris comment arrêter ça, nous ne voulons pas le faire. Nous évitons de le faire. Alors, donc je me vois très mal en train d'accuser tel, parce que ces gens qui sont là agissent selon l'organisation sociale qui est là en place. Alors je reviens. Comme je dis, il faudra repenser notre système de justice. Notre système de justice, par exemple, vous avez actuellement au Congo, au sommet du système de justice, un monstre à 3 têtes. Vous avez la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle et vous avez le Conseil d'État. Ça va? Et puis vous avez, en dessous, vous avez, je pense, la Cour d'appel et puis vous avez les grandes instances. Il y a déjà une confusion. On a vu l'affaire Matata Mpoyo. Alors, Matata Mpoyo, là non plus, je prends simplement le cas, pas la personne. Ça, ce n'est pas un problème. Je prends simplement le cas. Matata Mpoyo, ben, là, on ne savait pas. Il fallait aller... il fallait enlever les immunités. Il fallait... est-ce que c'est la Cour de cassation? Est-ce que c'est la Cour de constitutionnelle? Les deux se sont déclarés incompétents. D'après ce qu'on a appris, les deux se sont déclarés incompétents. Là, on se retrouve avec une personne qui est congolais, mais qui ne peut pas faire face à la justice. Autrement dit, c'est une personne, ce cas-là, cette personne-là se retrouve au-dessus de loi. Il n'y a rien, il n'y a aucun forum, d'après ce que nous savons, d'après ce qu'on dit et tout ça, qui peut le juger. Mais ce n'est pas le cas ici. Si un député commet un crime, ben, il va devant les tribunaux comme tout le monde. C'est tout. Et l'action suit son cours. S'il perd en première instance, il va aller en deuxième instance. Et s'il perd en deuxième instance, il ne va pas se poser la question est-ce qu'il faut aller à la Cour de cassation. Non, il n'y a qu'une seule cour qui s'appelle la Cour suprême de justice du Canada. D'abord, c'est ça la première chose que je ferai. La notion de Cour de cassation, Cour de Conseil d'État et compagnie et tout ça qui crée une confusion totale, là tu dois abolir. J'abolis. Je vous l'ai déjà dit, d'accord? Ouais. Ils seront 11 au sommet. Je vais prendre tous ceux qui sont actuellement, je vais les mettre ensemble. Et la question également, parce qu'on est encore dans un autre débat là-dessus actuellement, hein, où il faut tirer au sort, Kalouba est parti, là on dit ben, parce qu'il n'est pas contre. Non, non. Ça aussi c'est inutile. On va voir un système très simple comme il est au Canada. Une fois que le juge est nommé, qu'il a les moyens qu'il faut, ben, il reste en poste jusqu'à la fin de son, jusqu'à ce qu'il quitte. C'est tout. Ce n'est pas une histoire, voilà, il a 9 ans, et puis après 9 ans, il faut tirer au sort, et puis finalement, chaque fois qu'on tire au sort, il y a des groupes qui ne sont pas contents, c'est toujours sujet d'interprétation, d'accusation et compagnie qui nous font perdre énormément de temps, énormément d'énergie. Si vous regardez les médias sociaux congolais actuellement, l'affaire Kalouba, combien d'émissions on a fait là-dessus? Beaucoup. Et vous avez toujours des avocats d'un côté, des juristes congolais d'un côté qui parlent sur un sujet, mais qui n'apportent aucune solution. Moi, je dis ceci, que nous abolissons les Sénats. L'argent qui sera aboli au Sénat, nous le transférons au niveau du système de justice. Ce qui permettra, c'est que nous augmentions sensiblement les salaires des magistrats. Parce que je dis tantôt ici, la faiblesse de notre système judiciaire. Pourquoi le magistrat s'est fait corrompre? Parce qu'il gagne très peu. Pourquoi il ne gagne pas une bonne salaire. Il ne gagne pas un bon salaire. Il ne gagne pas un bon salaire, il ne joue pas comme les magistrats canadiens, il n'a pas ce qu'on appelle l'emploi à vie. Il n'a pas ça. C'est un principe ici au Canada, on appelle ça l'inamovibilité. Les juges, une fois qu'il est nommé, il est inamovible. On ne le déplace pas, il est échangeable. On l'a vu dans le cas de Trump. Trump a nommé des magistrats qu'il croyait être des magistrats de droite. Mais quand il a eu des problèmes, quand il a contesté les élections, les mêmes magistrats lui ont dit, voilà, notre fidélité, c'est la loi. Si vous apportez des preuves, nous allons les examiner. S'il n'y a pas de preuves, non.
On bafoue ça. Oui, on bafoue ça. Il a voulu séparer les enfants hein, lors des questions et des parents. Mais les mêmes juges qu'il avait nommés lui ont donné tort. Vous voyez? Alors il faut que les magistrats, une fois qu'il est nommé, il devient ingrat par rapport à la personne qu'il a nommée, parce que ce n'est pas lui qui va les dégommer. Alors il a l'emploi à vie, il est inamovible, il a la sécurité financière. Un bon salaire. Oui, il a un bon salaire qui les met à l'abri. Un juge ici gagne à peu près 300 000 $. Par année ou par an? Par an, oui. 300 000 $ à peu près. Alors, regardez chez nous, les magistrats, semble-t-il, gagneraient 2 000 $, alors que les députés, les autres là, les ministres gagnent 15 000 $ par mois ou 10 000 $ par mois. Alors comment est-ce qu'il peut s'adresser devant des personnes comme ça? Et vous avez tout autour des compagnies qui peuvent... On t'appelle seulement, on te demande quel est ton chiffre et qu'est-ce que tu fais. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Donc, pour faire une histoire courte, là, le président n'a pas à intervenir. On ne voit pas M. Trudeau ici intervenir dans les affaires judiciaires. Moi, je me souviens que lors des Jeux olympiques je pense que c'était Sydney ou quoi, Jean Charest, qui deviendra plus tard Premier ministre du Québec, était ministre des Sports. Il avait appelé un juge devant lequel s'est présenté un athlète canadien, parce qu'on avait besoin de lui là-bas à Sydney. Mais il a dû démissionner. Simple appel. Les juges étaient indépendants. Il y a séparation de pouvoir. Mais chez nous, il n'y a pas la séparation. Non, chez nous, c'est assez flou. C'est une confusion totale. Et c'est comme je dis, d'accord? Nous devons changer de modèle. Franchement, nous devons changer de modèle. Parce que le modèle dans lequel on nous a enfermés, c'est juste pour que nous n'avancions pas. Pour faire n'importe quel quoi au Congo, il y a tellement de choses, il y a tellement d'adversités, il y a tellement de contraintes. Le résultat, c'est qu'on n'avance pas. Et c'est devenu des jeux bizarres, d'accord? Tel était avec tel autre à tel moment, tel était avec tel autre. Et tout le monde, dans son immoralité, a toujours une justification. Tout le monde se comporte comme un petit Machiavel. Non. Alors il faut revenir à l'approche plus institutionnaliste et plus structurelle. Moi je dis ceci, pour bien comprendre, maîtriser ça, nous faisons 2 commissions. Commission internationale. Commission sur la corruption internationale. Et la corruption sur la corruption nationale. Oui. Et deuxième, on réforme pour le moment rapidement, pour régler les questions que vous m'avez citées là, mais rapidement on va réformer, on crée une loi. On crée une loi qui permet à ce que finalement on puisse poursuivre aux criminels et que l'État puisse poursuivre également aux civils. C'est tout. Mais il y a un endroit que tu as Alors, si on peut poursuivre aux civils, c'est-à-dire qu'on peut récupérer tout l'argent. Tu as dit restauration de l'autorité de l'État. Oui. Il y a 3 sortes de la loi. Quelles sont les 3 sortes de la loi que tu peux... Non, mais c'est ce que j'avais dit là, d'accord? Il faut une loi sur la corruption internationale et une loi sur la corruption nationale. Oui. Et puis, il y a le code criminel pour toutes sortes de corruption. Tout comme j'ai dit tantôt, la corruption nationale, ce qui se passe entre nous là. Entre nous, les Congolais. Non, c'est une réponse à la crise. C'est une réaction à la crise et à la pauvreté. Ça peut se régler. Ça peut se régler rapidement. Non, ça peut se régler rapidement. Si vous payez, oui, mais si vous payez régulièrement les fonctionnaires. C'est-à-dire, c'est l'absence de manque de salaire, c'est ce qui fait que les gens qui soient... Ils vont chercher l'argent entre les mains de la population. Mais prof, toi tu es au Canada des années. Est-ce qu'au Canada, on paye les gens, il n'y a pas la corruption? Oui, mais regardez là, la corruption existe partout dans toutes les sociétés au monde. Mais j'ai dit tantôt qu'on parle de la corruption au Congo. Ouais. Je dis que cette corruption est structurelle, endémique, et puis difficilement attaquable. Au Congo, au Canada, la corruption n'est pas généralisée. Okay. Voilà. Il y a certaines poches de corruption. On l'a vu dans le cas de l'enquête Charbonneau. Oui, on a vu qu'il y a mais vous ne direz pas que le système scolaire canadien est corrompu. Il y a quelques pommes pourries dans le système, quelques-uns. Mais ce n'est pas tout le système qui est corrompu. Vous ne direz pas que le système sanitaire, le système de santé du Canada est corrompu. Non.
Il y a quelques médecins véreux, il n'y a pas de doute. Vous ne direz pas que le système de justice au Canada est corrompu. Il y a quelques magistrats possibles, véreux, oui, mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas généralisé, ce n'est pas le Congolais, dès qu'il va, il se trouve devant un policier ou un agent de l'État, il a le réflexe tout de suite. Il donne ses papiers, dans le papier, il met quelque chose. C'est-à-dire un système qui est déjà établi. C'est un gangrène. Et au niveau de la population, et au niveau des agents. C'est pour ça que j'ai voulu ne pas faire des comparaisons inutiles, que nous nous concentrions sur ce qui nous concerne nous, parce que c'est ça qui nous affecte. L'autre élément, c'est ce que j'appelle la dédollarisation de l'économie congolaise. Il y a une loi en économie, c'est un certain Thomas Gresham, c'est un économiste et puis commerçant anglais. Ce qui est beau avec les Anglais, c'est qu'ils sont devenus des économistes. Généralement, c'était des gens qui travaillaient dans un secteur, ou c'était des commerçants. Donc, ils ont vu comment ça fonctionne. Et après, ça bouge. Et puis alors, ils ont élaboré des théories. Thomas Gresham, c'est qu'il dit, voilà, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Si vous autorisez dans un pays la circulation des deux monnaies, d'accord, ce que les gens vont faire, ils vont thésauriser, ils vont garder la bonne monnaie internationale chez eux, la monnaie internationale. Et ils vont se débarrasser de la monnaie qui est mauvaise. Alors, je prends le cas comme le nôtre, d'accord. Nous avons le dollar et nous avons le franc congolais. Le franc congolais, c'est la mauvaise monnaie, le dollar, c'est la bonne monnaie. Pourquoi les gens vont garder le dollar? Parce que le dollar, peu importe l'inflation, le dollar garde le pouvoir d'achat. Alors que le franc congolais perd le pouvoir d'achat. Ce que les gens vont faire, une fois qu'ils ont les francs congolais, ils vont s'en débarrasser tout de suite pour pouvoir avoir le dollar. Le problème, c'est que finalement, s'ils s'en débarrassent constamment pour avoir des dollars, c'est comme n'importe quelle marchandise. Ils augmentent l'offre et puis la valeur de notre monnaie baisse constamment. Jour au jour. Au jour le jour. Et tout ce qui touche l'argent, tout ce qui touche leur revenu en francs congolais, évidemment, leur pouvoir d'achat diminue. Diminue constamment. Alors, qu'est-ce que l'État fait? L'État fait quelque chose d'assez incroyable. Il accumule des réserves monétaires. C'est devenu un objectif en soi. Nous avons, l'autre est parti, il a laissé le temps, nous avons ça. Oui, c'est bien. Mais l'ennui, c'est que finalement, ces réserves monétaires-là servent à l'État de pouvoir soutenir le franc congolais. Quand ça va mal, il va racheter. Vous les avez mis, eux, ils vont le racheter pour pouvoir essayer d'augmenter leur prix. Oui, mais ces réserves-là, c'est un peu comme si toi, tu avais 100 000 $, tu le laisses chez toi. C'est des encaisses oisives, ça ne produit rien. C'est inefficace. C'est bien beau de dire que finalement, j'ai 100 000 $ que j'ai mis en réserve pour ceci. Oui. Il faut que ça soit en circulation. Oui, mais c'est beaucoup plus simple, mais c'est 100 000 $ là, 100 000 $ en circulation. Donc si on prenait ces... Alors, et que pour protéger les francs congolais, il y a d'autres façons. Pourquoi les francs... Je pense qu'à l'époque je ne connais pas très mal, à l'époque de notre indépendance, le franc congolais était une monnaie forte. À l'époque, lorsque Kabila est venu à instaurer les francs congolais, les francs congolais avaient aussi pris beaucoup de valeur. Et que les gens ne voulaient même pas les dollars, voulaient les francs congolais. Les musées. Oui, pourquoi? Mais parce que les francs congolais avaient un pouvoir d'achat. Notre économie était forte. Notre économie était forte. Si nous avons une économie, ça c'est d'autres façons pour pouvoir contrer le niveau international. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête d'indexer les salaires de certaines personnes qui travaillent pour l'État en dollars. C'est ridicule. Si les dollars augmentent, ces gens-là augmentent, et puis alors que les autres... Non. Les fonctionnaires publics reçoivent le salaire en dollars américains, mais les enseignants en francs congolais. Oui. Mais si c'était vous, parce que je connais certains pays, comme en Zambie, en Tanzanie, quand tu envoies l'argent, même au Rwanda, quand tu envoies l'argent et il accepte ce n'est que les monnaies locales. Oui, bien sûr. Si aujourd'hui, Monsieur le Président David Nzinga, tu deviens président de la République, tu dois utiliser toujours les monnaies locales. Non.
Parce que pour le moment, il y a concurrence entre la monnaie locale qui circule et la monnaie locale. Or, lorsque tu regardes le billet des banques, d'accord, la seule monnaie qui a cours légal au Congo, c'est les francs congolais. Le dollar, ce n'est qu'une tolérance. Même ici au Canada, le commerçant, il peut pas refuser le dollar canadien. Mais il peut refuser l'euro, il peut refuser ce que tu dis. Même l'américain. L'américain, il peut refuser parce que ça n'a pas une cour légale. Hein. Mais pourquoi la question de savoir, ce n'est pas de prendre une décision pour prendre une décision. Parce que si nous prenons une décision pour prendre une décision, on va avoir des effets inverses. Hein. La question qu'on se pose, la question qu'on se pose, pourquoi les pays que tu as cités, parce que j'ai toujours dit que je vais parler du Congo sans associer les autres pays. Oui, c'est vraiment très important. Parce que ça nous distrait inutilement. Et les problèmes du Congo, ce n'est pas les problèmes. Ce n'est pas les mêmes, on n'a pas la même structure. Non, pas du tout. Mais est-il que si vous prenez ces pays-là, mais ces pays-là, quel est l'état de leur économie par rapport à la nôtre? Ils sont généralement des bonnes économies. Ils mettent l'accent sur la protection du pouvoir d'achat. Ils mettent l'accent sur le contrôle des prix. Regarde aujourd'hui ici, tout le monde parle de l'inflation, Et les députés, tout le monde parle de ça. Comment amener des solutions, les économistes, les gens qui sont des hommes d'affaires, les opérateurs économiques, tout le monde, le Banque du Canada, tout le monde parle de ça. L'autre élément le plus important, c'est le travail. C'est le plein emploi. Aux époques où je cite là, à l'époque où beaucoup de parents vont dire le franc congolais valait plus que le dollar. Oui, mais à cette époque-là, il y avait le plein emploi au Congo. Tout le monde travaillait, tout le monde recevait régulièrement son salaire. Vous n'avez pas des éléments de l'article 15 dans ces cas-là, comme on a actuellement. Le Congo, c'est une vaste marché des débrouillardises. 95% des entreprises fonctionnent au noir. Je viens de le dire, voilà. 95%, c'est une enquête congolaise. Il y avait même, lorsque j'avais dit ça en classe, il y avait une fille congolaise, comme d'habitude, je comprends. Ah, mais oui, monsieur, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas généraliser. Mais c'est une recherche qui est scientifique. Mais oui, mais c'est ça notre difficulté. Nous avons du mal. Nous sommes un peu schizophréniques. Et ce n'est pas de notre faute. Parce que, d'une part, lorsque nous regardons les autres pays, nous disons que ces pays-là sont pauvres. Même lorsque nous arrivons ici, nous regardons le Canada, mais tout ça nous pouvons l'avoir au Congo. Mais au même moment, nous ne l'avons pas. Au même moment, nous ne faisons pas l'effort pour l'avoir. Donc nous sommes un peu pris là-dedans. D'où le moment, souvent, nous les Congolais, nous sommes un petit peu arrogants par rapport aux autres pays africains. Si on voit le Congolais, on fait la fête, on fait l'insouciance, on fait la chose. Alors que les autres, là, vous voyez très rarement les gens des pays voisins faire du tohu-bohu. Le Congo est toujours bien sapé, bien habillé, bien... Il fait des fêtes. Il a l'apparence de quelqu'un qui a tout, mais alors qu'il n'a rien. Alors donc, ici, là, il faut plutôt que de garder comme ça 4 milliards de dollars, c'est un succès financier, mais ce n'est pas un succès économique et social. On peut prendre cet argent-là, au moins, on peut garder 1 milliard de dollars, et 3 milliards là, on peut le mettre. Pourquoi ne pas payer les fonctionnaires? Pourquoi ne pas payer les arriérés des salaires des fonctionnaires? Des enseignants. Pourquoi ça? Des infirmiers. Voilà. Les policiers, les militaires, les enseignants, les infirmiers, ceux qui contribuent. C'est un investissement qu'on fera. Si tout le monde est en bonne santé, si tout le monde est bien éduqué, ils vont être beaucoup plus efficaces, ils vont être beaucoup plus rapidement. Donc les 4 milliards là, les 3 milliards, par l'effet des multiplicateurs des dépenses, vous allez ramasser beaucoup plus rapidement. Si on ferme on prend 1 milliard, comme je dis, on prend 1 milliard, on investit dans cette notion de sécurité totale, oui, mais les jeunes là vont pouvoir fermer tous les accès. Tout le monde va passer par le marché, par le... Et l'argent doit être en circulation, et la personne ne peut pas penser à la corruption. Maintenant, prof, il nous reste 2 minutes. Oui. Qu'on puisse terminer notre émission. Et puis j'avais oublié aussi, d'accord, pour les étrangers, il faut suspendre l'émission de tous les permis d'exploitation des ressources naturelles. Il ne faut plus en produire d'autres. Parce que ceux qui sont là déjà, qu'est-ce que ça nous a donné? Il faut faire un bilan. Ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Alors pourquoi on continue là? J'ai vu le ministre des hydrocarbures aller partout dans le monde là pour pouvoir vendre le pétrole congolais. Mais non, pour moi je vais faire suspendre ça. Et on va vérifier finalement
qu'est-ce que tout le reste là à donner. Et que plus tard, quand on donnera, on va donner que des permis à des compagnies qui vont s'associer 50-50 avec les Congolais. C'est-à-dire à la ligne de l'État. Oui. C'est-à-dire que si vous êtes Canadien, vous voulez exploiter notre coltan là-bas, ou notre cobalt, vous devez vous associer 50-50 avec un Congolais. Ça, c'est un. Deuxième chose la plus importante, une partie de nos contrats internationaux, ou la totalité, dans certains cas, doivent être payés en francs congolais. Comme ça, on n'aura plus besoin des questions de réserve. Vous avez vu comment est-ce que, avant la guerre avec l'Ukraine, tout le monde avait dit que le rouble va s'effondrer. Qu'est-ce qu'il a pris comme décision? Tous les paiements en rouble. Elle a fait la décision, quand tu vas acheter la gaz, des choses pareilles, tu achètes au niveau... oui. Ça fait quoi? Oui. Ben, ça a changé aussi les stratégies. Oui. Ben, regardez, avant la guerre, le rouble était à, je pense, un rouble pour, je pense, 80, 70, quelque chose. Et puis, lorsque la guerre a éclaté, le rouble s'est dévalué. Il atteint à peu près 100. Mais lorsqu'il a pris cette décision-là, le rouble a remonté. Maintenant, il est beaucoup plus élevé que le niveau avant la guerre. C'est simple. Ce n'est qu'un jeu de l'offre et de la demande. Si je vous oblige, d'accord, si je vous oblige à utiliser ma monnaie pour me payer, ça voudrait dire que vous devez courir à chercher l'argent. Voilà, vous allez faire une demande, mais voilà, moi j'ai tel argent, je vous le donne. Et la banque là, produit beaucoup de... Et la deuxième chose, ou alors ce que tu vas faire, c'est des... Ça, j'en arrive à ça, il faut bancariser tous les paiements de l'État. Tout. Il ne faut plus que quelqu'un soit payé avec des enveloppes et compagnie. Tous ceux qui vont recevoir un paiement de l'État ou bien payer à l'État, il faut que ce soit bancarisé. Comme on fait ici. Nous ne payons pas notre impôt, oh là là, Revenu Canada avec des mallettes d'argent, non. Nous faisons des transferts bancaires. Comme ça, on peut suivre beaucoup plus facilement quand on fait ça. L'autre élément, c'est qu'une telle politique force les gens maintenant à ouvrir des comptes au Congo. Oui, nous sommes presque à la fin de notre émission. Quelle est ta conclusion pour ça, pour adresser à la population congolaise? Parce que c'est un grand pays, mais un pays tellement riche, mais nous sommes tellement très pauvres au niveau mondial. Ça, 69. C'est là où nous sommes. 69 sur 180. Vraiment, c'est... Quelle est ta conclusion à propos de la corruption? Parce qu'il y a des gens qui doivent t'écouter. Ils veulent qu'ils puissent vraiment un message, comme tu viens d'épingler, ce sont des choses qui sont tellement très importantes à nous les Congolais si nous les mettions en pratique. Que est la clé de cette émission. Non, mais moi je pense que je l'ai dit un petit peu. Je dis, si on regarde cette corruption-là, ses sources, c'est à la fois une corruption internationale, qui nous nuit beaucoup, 80% je pense que ça se met à ces niveaux-là, et la corruption nationale, 20%, n'est-ce pas, c'est beaucoup plus la débrouillardise. Du côté de la corruption nationale, tout ce que nous devons faire, c'est l'État doit encourager ceux qui sont 95%, ceux qui sont dans le secteur informel, d'aller vers les secteurs formels. C'est-à-dire, comment ils vont le faire? Il faudra que l'État puisse fournir les services qu'il faut. Il faut qu'ils rendent Si vous voulez démarrer une entreprise ici, c'est 48 heures, tu l'as. Voilà. Alors que, donc il faut, si vous allez dans des pays voisins du Congo, vous avez la même situation. Donc il faudra simplifier les formalités, donner une formation dès l'école aux gens comment gérer une entreprise. Ça je l'ai dit, hein. Dès l'école primaire, là, il faut que les enfants sachent comment, ça va partir de là à la base. Et faciliter aussi l'accès au microcrédit. Il ne faut pas aller étouffer. Il faut pas l'étouffer. Comme je dis, la corruption des militaires, des policiers et compagnie, des petits fonctionnaires, non, il faut les payer régulièrement. Il y a des arriérés, nous les réglons. Maintenant, au niveau de la corruption internationale, il faut être impitoyable. C'est eux qui ont besoin de nous, pas l'inverse. C'est faux. C'est-à-dire que tu n'iras pas à l'extérieur d'aller chercher le marché. Non. Il faut créer les conditions. Les gens qui doivent venir investir. Oui, oui. Il faut créer, quand tu commences à aller chercher... C'est eux qui te cherchent. Oui. Quand tu commences à aller à l'étranger, ben, c'est-à-dire que finalement, c'est que ça va mal. Alors, il faut créer au niveau international, au niveau local, là, il faut créer des conditions telles que
les étrangers. Si on paye régulièrement nos fonctionnaires, les étrangers au bureau ben, il semblerait que ceux qui étaient au Congo à l'époque de Mosé l'ont vu. Les étrangers qui vont rentrer, ben, qui étaient là avant, ils arrivaient avant Mobutu, qui arrivaient, ils voulaient corrompre, ben, les fonctionnaires n'en voulaient pas. Alors donc, c'est un effort que, pour une fois, c'est une responsabilité de l'État congolais, mais c'est également un effort que chaque Congolais doit faire, de mettre un terme à ces fléaux-là, parce que autrement, le risque est beaucoup plus grand que, même s'il n'y aura pas de balkanisation, mais nous n'aurons jamais notre pays. Autrement dit, nous ne profiterons jamais des richesses de notre pays, parce que 80%, pour chaque dollar que nous avons, 90% fout le camp. Donc nous n'aurons pas le plaisir que nous voulons voir ici. Nous n'en aurons pas. Alors pour moi, le message est clair, que les responsables congolais doivent assumer cette responsabilité de, organiser ces deux commissions, commission sur la corruption internationale, commission sur la corruption nationale, et revoir les lois, créer une loi contre la corruption dans laquelle il y aura possibilité d'une poursuite pénale, parce que c'est un crime, et possibilité d'une poursuite civile pour récupérer. Ce n'est pas simplement qu'on te condamne, on te met en prison, et puis toute ta famille continue de bénéficier de l'argent. Non. L'État peut te poursuivre également. Je ne pense pas que ce soit si compliqué que ça. Et puis, pour les Congolais, faisons preuve de civisme. C'est le seul pays que nous avons. Merci beaucoup. Nous sommes tellement très contents de recevoir M. Professeur David. Nous disons merci à tous les auditeurs, les gens qui se trouvent encore à Isiro, à Kinshasa, et aussi partout là où se trouvent tous les auditeurs, les gens qui se trouvent à Baraka, à Kimanga, et aussi au salon Eden et à MacArthur, et sans toutefois oublier aussi Maman la Promesse et tous ses enfants. Nous disons merci encore, prof, de recevoir, d'expliquer l'intention de tes idées pour la population congolaise. Nous te disons merci encore et nous sommes tellement très contents énormément de nous expliquer et de nous aider, et aussi à tous les Congolais qu'on puisse entrer au travail et être responsable, et aussi à l'autorité qui puisse élaborer les trois choses que le professeur a dit. Nous sommes tellement très contents. Vous êtes encore le bienvenu. Il n'y a pas de quoi, parce que c'est dans l'émission ce sont des missions qu'on appelle les régaliennes de l'État, de pouvoir créer une société où la corruption... Et aussi, ne pas oublier, c'est le seul pays que nos ancêtres nous ont laissé. Oui, c'est le seul. C'est le seul. Oui. C'est-à-dire que nous tous les Congolais, nous avons ce devoir de défendre l'intérêt de notre sous-sol. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ciao.